Mon frère m'a volé ma vie. Mon frère a toujours été le préféré. Et pendant 34 ans, j'ai accepté ça aussi. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il ne m'avait jamais aimé. Il m'avait juste utilisé. Je m'appelle Théo. Je suis directeur financier chez une compagnie d'assurance. J'ai une femme. J'ai 2 enfants. J'habite à Lyon. Ma vie ressemble à celle de milliers d'autres hommes. Mais je ne sais pas qui je suis vraiment. Parce que tout ce que je pensais être, mon frère me l'a pris. Et je ne l'ai découvert qu'en lisant ses emails. Ça a commencé par un ordinateur. L'ordinateur portable de mon frère. Il était tombé en panne et il m'avait demandé de vérifier s'il y avait quelque chose d'important dedans avant de l'envoyer à la réparation. Je suis informaticien de base, pas expert, mais je peux me débrouiller. Donc j'avais dit oui sans hésiter. C'est ça qu'on fait pour sa famille. On dit oui. En fouillant dans les dossiers, j'ai trouvé un dossier intitulé « Privé ». Caché. Protégé par un mot de passe. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Mais j'ai ouvert. Le mot de passe était facile. Théo 1989, l'année de ma naissance. Pourquoi mon frère aurait-il un dossier caché protégé par le mot de passe de mon année de naissance? À l'intérieur, il y avait des centaines de documents. Des emails. Des messages textes sauvegardés. Des photos. Des documents officiels. Et tout concernait moi. Mon frère s'appelle Lucas. Il a 36 ans. Il est investisseur immobilier. Il est riche. Très riche. Moi, j'étais juste Théo, le frère qui travaillait dans une compagnie d'assurance et qui gagnait un salaire honnête, mais rien de spectaculaire. Lucas avait toujours semblé prospérer. Il avait des opportunités que je n'avais pas. Il avait des contacts que je n'avais pas. Et je pensais que c'était juste parce qu'il était plus intelligent, plus charismatique, plus chanceux. Mais ce n'était pas ça. À l'intérieur de ce dossier, j'ai trouvé une correspondance avec un homme nommé Christophe Vénard. Un investisseur milliardaire. Un homme que je connaissais, mon meilleur ami au lycée. Quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 15 ans. Et dans ses emails, Lucas lui proposait quelque chose. Une opportunité immobilière. Une affaire. Quelque chose qui pouvait le rendre encore plus riche. C'était une affaire que j'avais proposée à Lucas. Une vraie affaire. Quelque chose que j'avais identifié et analysé pendant des mois. C'était mon travail. Mon idée. Mes recherches. Mais dans les emails à Christophe, Lucas le présentait comme son idée. Il n'y avait aucune mention de moi. Zéro. Je dois vous montrer cette opportunité, écrivait Lucas à Christophe. C'est quelque chose que j'ai développé. Un projet immobilier unique qui pourrait générer millions. Millions. Et c'était mon idée. Mais ce n'était que le début. En creusant plus loin, j'ai découvert que Lucas l'avait fait plusieurs fois. Plusieurs fois. Il y avait un projet de start-up en technologie, une idée que j'avais eue en parlant à un ami développeur. Je lui avais parlé à Lucas. Et soudain, Lucas créait une start-up avec exactement ce concept. Il avait même contacté l'ami en question directement, en prétendant que c'était son idée originale. Là encore, zéro mention de moi. Il y avait un livre blanc sur l'économie circulaire que j'avais écrit. Je l'avais partagé avec Lucas parce que je pensais que ça l'intéresserait. Et il l'avait soumis à des publications économiques sous son nom. Pas mon nom. Il y avait un projet d'association caritative pour les enfants en difficulté, quelque chose qui venait vraiment du cœur. J'avais demandé à Lucas s'il voulait m'aider. Et il avait créé sa propre association. Lui seul. Et avait reçu des prix de la ville. Des prix. Pour mon idée. Comment? Comment était-ce possible? Et pourquoi? Pourquoi faire ça à ton propre frère? J'ai continué à lire. Et c'est là que j'ai trouvé les emails vraiment graves. Des emails à un homme qui s'appelait Jean-Pierre Mercier. Un homme que je ne connaissais pas. Mais que Lucas connaissait manifestement très bien. Mon frère est devenu un problème, écrivait Lucas. Il commence à remarquer les choses. J'ai un plan. Et puis il y avait une série d'emails décrivant un plan pour me discréditer. Lucas avait contacté mon patron. Il lui avait dit que j'avais des problèmes de santé mentale. Que j'étais instable. Que je parlais à moi-même. Que je faisais des choix bizarres au travail. Rien de ça n'était vrai. Mon patron m'avait appelé 3 mois auparavant pour une conversation préoccupée. Il me demandait si tout allait bien. Si je vivais du stress au travail. C'était Lucas. C'était mon frère qui essayait de me faire renvoyer. Il y avait plus. Il y avait des emails où Lucas contactait mes collègues et leur disait que j'avais plagié du travail. Que je n'étais pas honnête. Que je prenais le crédit pour le travail des autres. Le projet que j'avais fait était maintenant remis en question par mes collègues. Et Lucas était en train de fomenter un plan pour me faire paraître fou. Instable. Non fiable. J'ai arrêté de lire. J'ai fermé l'ordinateur. Je me suis assis sur mon lit pendant 2 heures sans bouger. Et j'ai compris quelque chose qui m'a détruit. Mon frère ne m'avait jamais aimé. Il m'avait détesté. Il m'avait volé. Il avait essayé de me détruire.
Et je n'avais rien vu. J'ai pas mal réfléchi avant de faire quelque chose. Une partie de moi voulait affronter Lucas directement. La confrontation, l'accusation, la rage. Mais une autre partie savait que si je faisais ça, il nierait tout. Il inventerait des explications. Et ma parole contre celle de quelqu'un qui avait déjà commencé à me discréditer auprès de mes collègues et de mon patron, ce n'était pas suffisant. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de quelque chose de concret. J'ai donc copié tous les fichiers. Tous. Je les ai mis sur une clé USB cryptée. Et je les ai cachés. Et puis j'ai rendu l'ordinateur à Lucas. C'est réparable, lui ai-je dit. Ils peuvent le récupérer. Merci mec, avait-il dit. Et il m'avait donné cette sourire familier. Ce sourire de grand frère aimant et protecteur. Et j'avais eu envie de vomir. La semaine suivante, j'ai rencontré un avocat. Un avocat spécialisé dans les crimes financiers et la propriété intellectuelle. Je lui ai montré tout. Les emails. Les documents. La preuve de tout ce que Lucas avait fait. C'est grave, avait dit l'avocat. C'est du vol intellectuel. De la diffamation. Potentiellement même de la fraude, si nous pouvons prouver qu'il a profité financièrement de vos idées. Pouvez-vous faire quelque chose? Oui. Nous pouvons poursuivre. Mais je dois vous avertir, ça va être désastreux pour votre famille. J'ai respiré profondément. Il essaie déjà de détruire ma carrière. Et ma santé mentale selon ses emails. Je pense que c'est déjà assez désastreux. Mais avant de poursuivre en justice, j'ai décidé d'appeler ma mère. Elle devait savoir. Ma famille devait savoir ce que Lucas faisait. Quand je lui ai tout dit, elle n'a pas réagi comme je l'attendais. Elle ne l'a pas cru. Théo, pourquoi Lucas ferait-il ça? Pourquoi il te détesterait? Maman, c'est documenté. C'est écrit. C'est dans ses emails. Lucas est un homme bon. Il a un bon cœur. Je pense que tu fais une erreur. Et c'est à ce moment que j'ai compris. Ma mère ne me croyait pas parce qu'elle avait déjà décidé que Lucas était la bonne personne. L'enfant spécial. Le fils qui avait réussi. Et j'étais juste. Théo. Le frère moyen. Même avec la preuve directe, elle ne pouvait pas accepter que son fils préféré soit capable de faire ça. J'ai poursuivi en justice. Et ça a été le pire cauchemar de ma vie. Lucas a complètement nié. Il avait des explications pour tout. Ces emails ne sont pas de moi. Quelqu'un a accédé à mon compte. Ces idées, nous en avons parlé ensemble, mais c'est moi qui les ai développées. Théo a toujours été jaloux de mon succès. Ma mère était du côté de Lucas. Pas officiellement, mais je le sais. Elle m'a appelé une fois pendant le procès et elle a pleuré. « Pourquoi tu fais ça à ton frère ?» avait-elle demandé. Pas « Pourquoi Lucas a-t-il fait ça à toi ?» Non. « Pourquoi tu fais ça ?» Ma femme m'a soutenue. Mes enfants ne comprenaient pas. Mes amis pensaient que j'étais fou. Et au travail, les dégâts causés par les campagnes de diffamation de Lucas avaient laissé des cicatrices. On ne me faisait plus confiance. On me regardait différemment. Le procès a duré 18 mois. Et à la fin, le jugement a été partiel. Lucas a été ordonné de payer une compensation pour certaines des propriétés intellectuelles qu'il avait volées. Pas beaucoup comparé à ce qu'il avait gagné. Mais quelque chose. Cependant, il y a eu un coup majeur. Le juge a déclaré que les accusations de diffamation n'étaient pas suffisamment prouvées. Et il a rejeté la plupart des autres accusations. Donc Lucas a juste continué. Il a payé une amende. Et puis il a continué sa vie. Et moi, je ne l'ai jamais vraiment récupéré. 3 ans ont passé. Je n'ai plus parlé à mon frère. Je n'ai plus parlé à ma mère. Pas vraiment. Les appels sont devenus rares et inconfortables. Ma carrière s'est progressivement améliorée. Les gens ont oublié les rumeurs. La vie a continué. Mais quelque chose en moi a changé. Je n'ai plus confiance en personne. Pas de la manière que j'avais avant. Je vérifierai toujours ce que disent les gens. Je vérifierai toujours leurs intentions. Je supposerai toujours le pire. Et c'est triste parce que la plupart des gens ne méritent pas ça. Mais un homme, mon frère, mon sang, m'a enseigné que les gens peuvent être différents de ce qu'ils semblent être. Qu'ils peuvent te sourire en même temps qu'ils te poignardent dans le dos. Et une fois que tu apprends ça, tu ne peux pas désapprendre. Récemment, j'ai reçu un message de ma mère. Je suis malade. Je pense que tu devrais venir me voir. Et je suis venue. Pas pour Lucas. Pour elle. En arrivant à la maison, j'ai vu mon frère dans la cuisine. Il m'a regardé. Et il a eu l'air surpris. Choqué, même. Théo, avait-il dit. Je suis heureux de te voir. Et j'ai remarqué quelque chose. Il n'y avait plus cette confiance en lui. Il semblait diminuer. Fatigué. Maman m'a dit que tu penses que j'ai fait des choses terribles, avait-il dit. Je veux juste que tu saches que j'aurais jamais intentionnellement. Je sais, avais-je dit. Et c'était vrai. Je savais. J'avais les preuves. J'avais le jugement du tribunal.
Mais connaître quelque chose et l'accepter, ce n'est pas la même chose. Et même maintenant, je ne l'ai pas accepté. Je ne sais pas si je l'accepterai jamais. Fin.